Chez quelqu'un comme Parisot, et chez d'autres artistes contemporains, il n'y a pas de séparation aussi nette entre la critique et la subordination de celui qui critique à l'objet même de sa critique. Chez Parisot, le fait de rendre vie plastiquement à une icône dynamique, d'en montrer la connotation guerrière, la connotation barbare, la connotation marchande, n'exclut pas le rapport de fascination qu'il peut éprouver vis-à-vis de l'icône qu'il met lui-même en scène. C'est-à-dire que sa dénonciation n'est jamais à l'abri de la propre fascination qu'elle peut exercer et qu'elle exerce fatalement sur lui. Il me semble que toute critique qui essaierait d'interpréter aujourd'hui de façon radicale la complexité du réel ne peut pas faire l'économie de l'implication du sujet en rapport avec sa situation de sujet étant ici et maintenant et non pas séparé de son être, mais en complète osmose et en complète fusion avec cet être-là. Il y a dans la position d'artiste comme Parisot une forme de modestie. Non pas une modestie formelle, mais une modestie théorique. Sa dénonciation est d'autant plus forte que n'étant pas séparé de l'objet de sa critique, l'objet de sa critique ne devient plus un sujet pour les autres, mais un sujet pour tous. Un des points essentiels de ce que devrait être l'art contemporain serait celui-ci. Comment un artiste peut-il dénoncer? Comment un artiste peut-il énoncer sans s'engager lui-même dans la réalité complexe de sa propre vie? Et comment peut-il manifester une création artistique ayant toujours à l'intérieur de son projet artistique la conscience critique de ce qu'il est, de ce qu'il vit, de ce qu'il manifeste? L'art contemporain est un art complexe qui est simultanément une forfaiture, une imposture, et certainement ce que l'époque actuelle amène de plus conscient et de plus lucide. Cette forfaiture et cette imposture, on ne citera pas d'artiste, peut répondre à des critères qu'on pourrait appeler l'esbrouf. La facilité, la production du marché, la récupération du marché, etc. À l'inverse, le fait qu'elle puisse être ce que l'époque produit de plus lucide ne peut pas faire l'économie du sujet central qui est que cette forfaiture et cette imposture puissent exister. Si cette imposture et cette forfaiture ne pouvaient pas exister, n'existaient pas, l'art contemporain ne serait pas ce qu'il est. C'est bien parce que l'art contemporain est sujet à toutes les récupérations, à tous les détournements, à toutes les manipulations, qu'à l'intérieur de ce dispositif naissent des champs expérimentaux qui sont eux-mêmes à la frontière très subtile, très délicate entre ce qui est du domaine, on va dire, de la marchandisation et ce qui est du domaine de l'expérimentation, de la création et de l'innovation. Lorsque Parisot met en scène Zidane, cette icône dynamique pose un certain nombre de questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, à un moment donné, nous amène à une situation de fascination où nous perdons nous-mêmes notre identité en nous substituant à quelqu'un qui n'existe que de façon médiatique ou surmédiatisée. Dans le film de Parisot, le moment de l'identification, plastiquement, va se manifester par une série de gros plans sur le personnage et simultanément par le fait que la reine qui l'entoure, qui rappelle un cirque antique, et l'opposition entre le visible, ce personnage, et une obscurité, un mur de son
dans lequel le spectateur devient les spectateurs et sont tous confondus les uns avec les autres. Il y a face à quelqu'un dans lequel chacun peut s'identifier comme réverbération de cette exemplarité, non pas une multitude individuelle, mais il y a une sorte de fondu dans lequel toutes les identités n'existent plus qu'en tant que bruit de fond. Et Parenot nous montre ce bruit de fond. En parallèle avec ce travail de déconstruction, le film est rythmé par demi-temps, et ces demi-temps ont une césure, et cette césure sera un collage, un montage, un détournement d'une certaine façon des actualités du jour, où les événements se superposent les uns les autres, où telle situation géopolitique se trouvera confrontée à telle anecdote d'un personnage people. Cette confusion des genres, dans lequel aucune de ces informations ne devient mémorable, pose la question du statut même de ce match de football. Ce match de football n'est pas plus important que ces événements, il se confond avec ces événements, et finalement, ce personnage qui s'agite au milieu, avec lequel on s'identifie, rentre dans l'ordre de la confusion, rentre dans l'ordre de l'indifférencié, et nous nous apercevons, comme Parenot s'en aperçoit, que ce qui a créé une communion n'est basé que sur l'absence subjective et la perte de toute autonomie subjective par rapport au sujet. Là encore, la force de Parenot par rapport aux générations avant-gardistes qui l'ont précédé, c'est de ne plus émettre sa critique comme un objet séparé, pris de loin, mais au contraire d'être lui-même un des personnages de cette foultitude dans lequel l'identité s'est perdue et dans lequel les processus de substitution, la réduction du réel à sa représentation, la difficulté même d'imaginer que la réalité soit la réalité, que le réel soit le réel, la difficulté d'imaginer que la réalité puisse être autre chose qu'un flux médiatique, devient le sujet central de ce qu'il met en scène, de la perte d'identité qui a besoin encore pour se manifester, de pouvoir s'identifier à des sujets qui lui sont devenus tellement extérieurs et tellement séparés qu'en eux, il ne peut retrouver que par moments, que par fragments, la perte de ce qui a été irrémédiablement perdu. Parenot témoigne de cette perte, et il me semble qu'une pensée critique contemporaine doit partir aujourd'hui de ce que nous avons perdu, de ce qui s'est dissous, de ce que nous ne pouvons plus retrouver, et non plus d'un postulat absolu dans lequel un mouvement dit révolutionnaire pourrait changer, au nom de quelque utopie que ce soit, les conditions existantes. Nous devons revenir, pour qu'une pensée critique se développe, à ce simple constat: qu'avons-nous laissé faire? Qu'avons-nous laissé perdre? Qu'avons-nous perdu? Qui inévitablement nous revient comme sentiment de la dépossession, comme sentiment de la perte et comme sentiment d'une certaine forme de déchéance intellectuelle, spirituelle et artistique.